Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mardi. L'hommage national et du Parti socialiste à Pierre Mauroy. François Hollande vante le réformisme de l'enfant du peuple. Les mauvais chiffres du commerce extérieur, reflet des failles économiques des entreprises françaises. La ministre du Commerce extérieur, Nicole Bricq, est l'invitée du 19 h ce soir. La tragique méprise des médicaments du laboratoire Teva doivent-elles déboucher sur le procès des génériques que certains ont déjà intenté? Débat tout à l'heure entre Étienne Cagnard, le président de la Mutualité française, et le docteur Boukris, qui accuse. Hommage solennel donc ce matin à Pierre Mauroy dans la cour des Invalides. Devant le cercueil de l'ancien Premier ministre recouvert du drapeau tricolore, François Hollande a tenu un discours très politique, non sans rapport avec la situation actuelle, avec sa situation actuelle. La famille socialiste s'est ensuite retrouvée rue de Solferino, compte rendu de Cécile Sixou. Dernière marche funèbre, l'émotion est palpable dans la cour des Invalides. La famille de gauche est là au complet, mais aussi quelques personnalités de droite, tous rassemblés derrière François Hollande. Dans un ultime hommage, le président revendique l'héritage de Pierre Mauroy, cet enfant du peuple. Il a surtout fait des choix essentiels dont nous sommes les uns les autres, quelle que soit notre place dans la vie politique, les héritiers. Le choix du réformisme, d'abord. Pour Pierre Mauroy, réformer, ce n'était pas renoncer, c'était réussir. Quelques heures plus tard, le cadre est plus intime, moins solennel. Au siège du Parti de la Rose, compagnons de lutte et politique se retrouvent autour de son épouse, parfois avec émotion. On a fait connaissance en 1952, 61 ans de marche côte à côte, mon plus vieux frangin. C'était la fidélité, l'amitié, la droiture, et c'était aussi le refus des excès. À la tribune, Lionel Jospin loue le combattant. Martine Aubry, elle, ne tarit pas d'éloges sur son action à Lille. Quelques militants roses à la main ont tenu à être là pour un dernier adieu. Pierre Mauroy c'est un rappel de ce qu'était le socialisme, de ce que peut être encore le socialisme. Un socialiste qui, à 84 ans, laisse toute une famille orpheline. Il sera inhumé demain dans l'intimité de ces terres du Nord. Et puis, une minute de silence a été observée au Sénat, où Pierre Mauroy avait d'ailleurs rempli son dernier mandat électoral. Jean-Pierre Bel a rendu un vibrant hommage à un homme idéaliste, a-t-il dit, orateur remarquable. Le président du Sénat a rappelé la dernière intervention de Pierre Mauroy au Sénat sur le débat sur les retraites. Cette ligne de vie, cette ligne de combat pour les salariés usés par des travaux pénibles, avait-il dit. L'ancien ministre UMP Bruno Le Maire était l'invité de Preuve par 3 tout à l'heure et il a réagi à l'hommage très politique de François Hollande au Premier ministre de gauche de la Ve République. Je partage l'hommage qui a été rendu à la personnalité de Pierre Mauroy, qui était une personnalité attachante et éminemment respectable. En revanche, quand on regarde ses réformes, ça a été un échec complet. Et je crois que nous devons avoir la lucidité de dire que tous les choix qui ont été faits entre 1981 et 1983 sont des choix qui seront respectables, mais qui ne sont pas les miens et qui ont mis la France en grande difficulté économique. Bruno Le Maire, l'ancien ministre UMP. La procédure de dissolution de Troisième Voie et d'autres groupes d'extrême droite est engagée, annonce Jean-Marc Ayrault. Le parquet de Lille a requis aujourd'hui un non-lieu en faveur de Dominique Strauss-Kahn dans l'affaire dite du Carlton. Il n'y a pas de charge suffisante, estime le parquet. La réforme de l'enseignement supérieur va être débattue la semaine prochaine au Sénat à l'occasion dès aujourd'hui d'un bilan de l'application de la loi LRU sur l'autonomie des universités. Jérôme Rabier a choisi de se rendre à l'université Paris Diderot 6 ans après, un constat en demi-teinte. L'autonomie des universités devait résoudre tous les maux de l'enseignement supérieur français. Mais 6 ans après son vote, certains présidents d'universités, à l'origine très favorables au projet, critiquent sa mise en œuvre. L'autonomie, ça paraît positif comme terme a priori. Qui ne souhaiterait pas être autonome? Mais on nous a donné l'autonomie sans les moyens suffisants, en particulier pour passer la marche
de compétences, qui demandaient des personnels, qui demandaient des formations. Les prérogatives des présidents ont bien été accrues, de l'embauche des personnels à la gestion des budgets. Une forme de décentralisation qui n'a cependant pas tout chamboulé. La loi LRU en elle-même, en effet, présidentialisait, je parle déjà au passé, beaucoup les choses, en donnant beaucoup de pouvoir au président. Mais dans les faits, l'université a besoin de collégialité. Le droit de veto à l'embauche du président n'a par exemple jamais été utilisé dans cette université. Et si le privé peut désormais investir dans les facultés, la part dans le budget reste minime. Les sommes qui ont été collectées sont relativement marginales, on n'est pas aux États-Unis. L'université reste un service public, les universités sont financées à 80% par l'État, et c'est très bien ainsi, puisqu'on est un service public, on est très fiers de l'être. Une analyse non partagée par le principal syndicat étudiant français, classé à gauche, qui tire à boulet rouge sur cette réforme. Ces 5 dernières années, on a un peu confondu excellence avec élitisme. On a un système de mise en concurrence exacerbée dans un contexte de pénurie budgétaire, ce qui fait que, évidemment, les premières victimes, c'est les étudiants. Des étudiants qui attendent beaucoup de la loi Fioraso qui sera débattue la semaine prochaine à la Haute Assemblée, mais aucune rupture avec la politique d'autonomie n'est à attendre de ce projet. La ministre du Commerce extérieur est donc l'invitée du 19h ce soir. Et avant d'interroger Nicole Bricq, qui a aujourd'hui assisté à la destruction d'1 million d'articles de la contrefaçon saisis par les douanes, destruction partout en France aujourd'hui, et qui a été auditionnée par le Sénat, le bilan toujours désastreux du commerce extérieur, dont le léger redressement ne doit pas faire illusion. Camilla Campusano. Un déficit commercial en recul. Un recul de près de 7 milliards en 2012 n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Ça reste un déficit extrêmement élevé et puis on voit que dans cette réduction du déficit, une partie importante est liée à la réduction des importations. Ce qui ne veut pas dire qu'on est plus compétitif ou qu'on a beaucoup plus d'exportations. C'est lié notamment à une rétraction notamment de la dynamique interne et de l'activité interne de la France. Symptôme d'une économie à la santé fragile. Le pays cherche un équilibre entre importation et exportation, un équilibre qui n'a plus été atteint depuis une dizaine d'années. En cause, un euro fort qui rend le prix de nos produits plus élevé pour les autres pays. L'augmentation des prix du carburant qui augmente les coûts pour les entreprises et une consommation fébrile à cause de la crise. L'Allemagne, avec son excédent de 17 milliards, a notamment grappillé nos parts de marché, parce que toutes deux vendent leurs produits essentiellement en Europe. Pas forcément un argument pour suivre son modèle. La compétitivité, ça ne se gagne pas par le bas, si j'ose dire, par des bas salaires, etc., comme on a pu le voir dans certains pays. Je pense essentiellement à l'Allemagne, avec des mini-jobs à 400 €, ce qui nous paraît inadmissible socialement. Et donc c'est par la montée en gamme, par l'innovation, qu'on doit retrouver des places sur le marché mondial. La France s'en sort avec les produits de pointe. Sans Airbus pour tirer vers le haut le commerce extérieur, le bilan 2012 aurait pu être bien plus alarmant. À votre poste, Nicole Bricq, bonsoir. Est-ce que vous cesserez un jour d'être la ministre des mauvaises nouvelles, mois après mois ? J'ai reçu un objectif, c'est-à-dire d'arriver à la fin du quinquennat à rétablir une balance commerciale hors énergie. Parce que là, je ne suis pas compétente pour les cours du pétrole, mais à rétablir une balance à l'équilibre d'ici la fin du quinquennat. C'est un sacré pari, hein ? Oui, mais on est sur le bon chemin parce qu'on est passé à une légère réduction du déficit hors énergie de manière significative en 2012. Les premiers chiffres du trimestre sont pas très bons parce que nous subissons de plein fouet la crise européenne, notamment dans nos exportations vers des pays comme l'Italie et l'Espagne. Les chiffres d'avril se voient repartir les exportations, mais aussi les importations, ce qui peut être quand même un bon signe pour le retour de la croissance à un moment donné. Ah, vous ne cherchez pas d'excuses ailleurs, je veux dire, par exemple l'euro fort qui pourrait pénaliser l'Allemagne aussi. Oui, bien sûr. Je disais, le déficit est le reflet de nos propres faiblesses économiques. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on voit bien que la montée dans l'industrie, l'industrialisation de pays comme la Chine a profité à l'Allemagne pour la bonne raison qu'elle avait conservé des machines-outils, qu'elle vend bien. Les Italiens continuent à bien en vendre, les pays du Nord aussi, et nous, on a une défaillance
d'expérience industrielle, donc on l'a payé. Mais ce que je vois aussi maintenant, c'est que de plus en plus de PME se portent vers les grands marchés lointains. C'est la raison pour laquelle moi j'ai décidé de réformer notre accompagnement. Notre opérateur commercial va les accompagner dans la durée. Dans le pacte de compétitivité, j'ai des objectifs précis. Accompagner 1000 PME innovantes, parce que l'innovation, ça va avec l'exportation. Dans les pays émergents, par exemple? Dans les grands pays émergents, dans les marchés lointains, ceux qui sont en croissance. Et j'observe que les entreprises se portent de plus en plus vers ces marchés, donc il faut les accompagner. Parce que selon Natixis, la France n'exporte que 5,5% de son produit intérieur brut vers les pays émergents. L'Allemagne, c'est 11,5%. Absolument. 2 fois plus. Moi, je suis allée 7 fois depuis un an dans les pays d'Asie. Et particulièrement dans l'Asie du Sud-Est. J'étais en Indonésie et en Malaisie. Nous avons des potentialités. Je suis allée au Vietnam, je suis allée en Thaïlande, je suis allée aux Philippines, je suis allée 2 fois en Chine. Donc, je ne vais pas énumérer mes voyages, mais j'ai donné vraiment une priorité à tous ces pays. Et il faut aussi que nous réformions notre dispositif à l'exportation, car nous avons un petit problème, nous les Français, nous ne savons pas présenter des offres commerciales groupées. J'ai regroupé notre offre commerciale en 4 familles de produits, avec un fédérateur par famille, dirigé prioritairement vers 47 pays qui sont en croissance. Et je crois que dans la phase où ces pays vont donner droit à une demande intérieure de consommation, la France peut être bien placée. Donc voilà, donc des mesures d'accompagnement, mais il faut que les entreprises retrouvent des marges, innovent plus et puis investissent. Est-ce que la guerre commerciale qui a été ouverte avec la Chine et l'Union vous inquiète? Ou est-ce que vous la jugez fondée? Il n'y a pas de guerre commerciale entre la Chine et l'Union européenne. Il y a des menaces. Il y a des mesures qui nous ont été proposées par la Commission européenne concernant des secteurs comme le photovoltaïque. Et la Commission européenne a eu raison, c'est sa compétence, d'engager une procédure et de dire il faut augmenter les droits. Ça lui donne une marge de manœuvre pour négocier pendant 1 an, la durée provisoire de cette remontée. Mais déjà, il y a des menaces de représailles, vous le savez. Oui, mais ça fait partie du commerce. C'est une mesure miroir. Ça, c'est courant dans le commerce entre partenaires. Ça veut dire que la Chine nous dit, écoutez, le vin, nous allons regarder, nous, de notre côté, ça va durer des mois, cette étude. Et puis, on va regarder aussi les voitures de haut de gamme que nous recevons de l'Allemagne. Ça, c'est pour diviser l'Union européenne. On sait que la France et l'Allemagne sont divisées sur le sujet. Mais ça veut dire que tout le monde est traité de la même manière, quels que soient nos votes en faveur ou non des mesures. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de guerre commerciale. Pourquoi? Ça, c'est très important. La Chine est un grand partenaire. Elle a intérêt à ce que l'Union européenne lui achète ses produits. Comme nous avons intérêt à lui vendre nos produits. Mais on a intérêt à se protéger aussi contre le dumping commercial. Et alors, c'est pas paradoxal de voir la Commission européenne aujourd'hui se mobiliser pour les panneaux solaires, alors qu'il n'y a plus du tout d'industrie dans notre pays, par exemple. Alors, c'est un peu tardif. Mais dans le photovoltaïque, nous avons des intérêts aussi. Parce que moi, j'ai visité une grande entreprise française, à Grenoble, qui fournit des fours pour justement faire les panneaux. Et donc, elle est très performante, elle a 100% du marché chinois, elle a moitié du marché mondial avec les Allemands, et elle est très performante. Donc, on a aussi des intérêts offensifs en la matière, et nous savons aussi que la Commission s'est saisie d'un sujet extrêmement important au travers d'une procédure d'autosaisine qui est le domaine des télécommunications. Oui. Alors, on a noté un discours apaisé, même apaisant aujourd'hui du gouvernement, alors qu'un nouveau plan social retentissant dans l'industrie est annoncé chez Michelin, avec 700 suppressions d'emplois à jouer les tours. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est le vote de la loi sur la sécurisation de l'emploi qui fait que il n'y a plus de discours contre les licenciements boursiers, comme on a pu l'entendre récemment? Michelin, qui est une entreprise sérieuse, qui investit en France et à l'étranger, qui crée des emplois en France, a présenté un plan au prétexte, à mon avis, fondé qu'il faut trouver de la compétitivité. Que la compétitivité, elle s'engage à recréer des emplois par ailleurs.
Elle garde tous ses centres de recherche en France et elle les développe. Je pense que c'est une grande entreprise multinationale, mais qui est sérieuse et qui ne le fait pas parce qu'elle a envie de le faire. Elle doit aussi veiller à un très bon plan social. Michel Sapin, Arnaud Montebourg sont sur la même ligne que moi. Un emploi en moins ici doit être un emploi équivalent ailleurs en France. Mais je vous précise aussi que Michelin a annoncé aussi la suppression d'une usine en Colombie pour les mêmes raisons, Toute par dernière exemple, question, comme Nicole en Bricq, parce que Algérie. je le disais tout à l'heure, les douanes ont bien travaillé manifestement parce qu'il y a 1 million d'objets issus de la contrefaçon qui ont été détruits aujourd'hui un peu partout en France. Alors évidemment, il y a des produits de luxe, des sacs, etc. Des t-shirts peut-être aussi. Qui sont des contrefaçons quand même. Bien sûr, oui, on a bien compris. Mais alors, dans le lot, il y a des médicaments aussi. C'est important parce qu'on a un débat qui se suit sur le médicament. Il y a aussi... Oui, il y a beaucoup de contrefaçons et c'est là où je pense qu'il faut vraiment faire un appel aux consommateurs. N'achetez pas des médicaments au rabais. C'est trop grave pour votre santé et c'est trop grave pour l'industrie française du médicament. Et puis, surtout, mesdames, n'achetez pas ces produits qui vont vous défigurer et que vous aurez au rabais. C'est trop grave. Merci beaucoup pour cet appel. Merci Nicole Bricq. Alors donc toujours aucune explication à cette tragique méprise des médicaments Teva. Les cas de nouveaux décès suspects sont désormais au nombre de 3. Alors erreur d'emballage, de production, gestes malveillants. L'enquête se poursuit. Cette nouvelle affaire renforce la suspicion donc envers les médicaments et en l'espèce des génériques. Nathalie Guilbard. Le prix, la présentation, le nom de la marque sont différents. Pour autant, les génériques sont-ils moins fiables que les originaux? Les avis sont partagés. Je ne suis pas pour les génériques. Je préfère toujours les originaux. Il me donne l'impression, quand j'ai essayé un, que ça n'avait pas le même effet. J'estime que l'efficacité est tout à fait comparable. J'ai tendance à avoir confiance dans les laboratoires pharmaceutiques. Je pense qu'ils sont moins efficaces, mais pourquoi? Alors là, pourquoi? Je suis désolée, je ne sais pas. Le marché du médicament générique en 2012, c'est plus de 600 millions de boîtes, ce qui représente une économie d'1,5 milliard d'euros dans les comptes de la sécurité sociale. Mais pour cette pharmacienne, les clients sont encore largement réticents à prendre un médicament générique. Les gens n'ont pas davantage confiance en générique, c'est vraiment le côté financier qui va jouer dans la délivrance du médicament générique. Car pour pousser les patients à changer leurs habitudes, le tiers payant contre générique a été mis en place depuis 1 an. Encore insuffisant apparemment, la France reste en retard par rapport aux autres pays européens. Le générique représente 24% du marché, alors qu'en Allemagne, il s'élève à plus de 60%. Voilà, et avec nous donc Étienne Cagnard, le président de la Mutualité française. Merci d'être là. Et le docteur Sauveur Boucris, bonsoir. Vous êtes auteur de Médicaments génériques, la grande arnaque. Alors, est-ce qu'il y aurait un risque accru d'erreur de fabrication ou de conditionnement des médicaments génériques? Vous répondez? Probablement. Probablement. Et vous, monsieur Cagnard? Écoutez, je pense qu'il n'y a absolument aucun rapport entre cet incident et les médicaments génériques ou les médicaments Princeps. Cela peut malheureusement arriver à tout produit. Tout produit. J'apporte une nuance. Les fabricants de génériques, ce sont en général des grandes multinationales qui ont une production mondialisée et les techniques de fabrication sont souvent fragmentées. Elles sont souvent délocalisées un peu partout dans le monde et on peut avoir parfois des matières premières qui viennent du Brésil et de Chine. Puis après, elles sont mises en comprimés ou en gélules en Hongrie. Puis après, elles sont mises dans les boîtes en Europe de l'Ouest. C'est la grande mondialisation. Il y a la mondialisation, il y a la fragmentation. Et le laboratoire fait appel pour réduire les coûts de fabrication à des sous-traitants ou des intermédiaires. Et on n'a pas forcément toute la bonne traçabilité, toutes les garanties de sécurité. Monsieur Cagnard. Je crois qu'il faut connaître l'économie du médicament. Le coût du produit est dérisoire dans le prix de vente, puisque ce qu'on paye essentiellement, ce sont des frais de recherche. C'est la raison pour laquelle, au moment où un produit tombe dans le domaine public, on peut fabriquer le même médicament sous un nom différent, on appelle ça un générique, mais qui présente les mêmes garanties de qualité. Les process de production sont identiques. D'ailleurs, très souvent, les médicaments génériques sont produits sur les mêmes chaînes que les médicaments Princeps. C'est simplement une différence, effectivement, de brevet, de droit de propriété. Donc,
Il n'y a aucune raison que la qualité diffère. L'Agence nationale des produits de santé, M. Maranaki, son directeur, a même rappelé à plusieurs reprises que, justement, devant le doute qui existe devant les génériques sont contrôlés tous les 2 ans sur leur site de production, alors que les produits Princeps le sont tous les 5 ans. Donc des garanties supplémentaires, mais on a l'impression que le doute prospère, peut-être sous votre influence, docteur, et d'autres. Mais d'ailleurs, certains de vos collègues, vous, j'imagine, dit-on, réservent les génériques pour les petits bobos. Par exemple, on dit que certains, les cardiologues désormais, ou les neurologues, ne donnent plus de médicaments génériques. C'est vrai ? Oui, et c'est ce que moi je préconise. Moi je donne des génériques, je prescris des génériques pour des sujets jeunes, pour des pathologies bénignes et pour des courtes durées. Je pense que quand on est une personne âgée et qu'on a 3-4 maladies et qu'on doit prendre un médicament pendant 15 ans, 20 ans, il est préférable, pour question de garantie, pour être sûr de ce que l'on prend. Et puisque c'est surveillé encore plus que les médicaments traditionnels. On ne peut pas laisser M. Boucris dire pour être sûr de ce que l'on prend. Le médicament générique, on est aussi sûr de ce que l'on prend qu'un médicament Princeps. C'est le même principe actif. Pourquoi le doute alors chez certains médecins et spécialistes? Mais je crois qu'en France, on a une particularité. On n'a pas suffisamment associé les médecins à la politique de générique. Ça nous amène à une situation extrêmement paradoxale. Je rappelle des chiffres qu'il faut quand même que tout le monde connaisse. 22% des boîtes de médicaments vendues en France sont des génériques. 66% au Royaume-Uni, 64% en Allemagne, 75% aux États-Unis. Il n'y a pas plus de difficultés de santé, de pépins de santé dans ces pays voisins. Est-ce que les Français seraient un village gaulois allergique aux génériques? Ce n'est pas une démarche très scientifique d'affirmer cela. Donc il y a incontestablement des facteurs culturels, des facteurs économiques, et il faut bien comprendre que la non-prescription de générique, c'est un coût pour la collectivité qui interdit de rembourser d'autres soins, donc qui provoque un renoncement aux soins. Donc c'est un problème La Sécu, c'est une économie d'1,5 milliard par an. Hein. Il y a aujourd'hui à peu près 2 milliards d'économisés avec la prescription de générique. Il reste 1 milliard si on obtenait des prescriptions de générique comparables à nos voisins. Bon. Écoutez, moi je pense que je ne peux pas me permettre de laisser passer ça parce qu'on compare des situations qui ne sont pas comparables. La situation en Angleterre ou en Allemagne, d'abord, les politiques allemandes et anglo-saxonnes ont été commencées il y a plus tard que ça, premièrement. Deuxièmement, dans les médicaments génériques, les Allemands comme les Britanniques ont impliqué la phytothérapie, l'homéopathie, alors qu'en France, nous avons pratiquement plus de 1200 à 1500 spécialités qui simplement sont génériquées. Nous avons fait une politique qui est beaucoup plus récente. Pour revenir... Avec les États-Unis, vous ne pouvez pas faire cette remarque. Oui, mais je veux dire par là, les États-Unis se sont commencés il y a plus de 20 ans. Nous, on a fait une politique de générique depuis quelques années seulement. Alors, en ce qui concerne... Non, je vais vous expliquer. La politique engendrée par les pouvoirs publics sur les génériques, c'est une politique que je considère un petit peu au forceps. Ça a été un petit peu une politique imposée. Et comme dans le reportage, vous disiez qu'on a appliqué le tiers payant contre le générique, ça a été très mal perçu par les patients parce qu'ils disent on nous touche au portefeuille et on ne nous laisse plus beaucoup de marge de manœuvre. La situation économique étant ce qu'elle est, beaucoup de malades se disent moi j'aurais aimé prendre les originaux, malheureusement je suis contraint de prendre des génériques et parce qu'on leur fait le tiers payant. Bon, alors Monsieur Cagnard, vous estimez effectivement que ça peut froisser certains malades? Ça peut changer les habitudes, mais les arguments qu'emploie le docteur Boucris, quand il dit par exemple des patients âgés, puis il va y avoir des risques de confusion de produits, il faut rappeler la réalité des choses. Un médicament Princeps, le brevet protège le produit, mais aussi jusqu'en 2011, jusqu'à la loi médicaments, la présentation, la couleur. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc on sait très bien que les critiques qui sont faites aux génériques, par exemple de dire il peut y avoir des produits allergiques, il y a des génériques sans excipient notoire, ces fameux produits qui peuvent provoquer des allergies, alors que les Princeps en contenaient. Donc dans certains cas, les génériques, c'est de meilleure qualité au regard de ces risques. Donc il faut prendre l'habitude de prendre le produit qui a le meilleur résultat au meilleur coût pour la collectivité. J'ai une question, parce qu'on a quand même découvert que la quasi-totalité des molécules enfermées dans ces comprimés génériques viennent d'Inde,
de Chine. Est-ce que c'est le cas des autres, pour tous les médicaments également. C'est pareil, Vous avez en fait exactement bon les mêmes pourcentages de produits. Pratiquement tous les principes actifs des médicaments courants aujourd'hui sont fabriqués à l'étranger. Est-ce que le dosage dans les produits génériques est aussi bien respecté? Parce que là aussi, certains médecins disent que non. Même mieux contrôlé. Moi, je dis, alors vous dites non, oui, là encore, non, oui. Il faudrait quand même, pour écairer les téléspectateurs, faire comprendre que lorsqu'il y a quelques années, les pouvoirs publics, la sécurité sociale, venaient voir les médecins pour nous faire la promotion du générique, nous n'étions pas hostiles et on avait un a priori favorable. On s'était dit, si c'est la même chose sur le plan clinique et qu'on fait des économies sur le plan de la sécurité sociale, on y va. Mais malheureusement, ce sont les malades, ce sont les retours de patients qui nous ont dit, mais docteur, le médicament qu'on m'a donné n'est pas la même efficacité, n'a pas la même tolérance. D'où nos réticences et nos doutes. Bon, quand vous entendez le docteur en face de vous, M. Cagnard, vous vous dites que c'est les labos qui parlent aussi un peu Je pense tout simplement qu'il y a un problème culturel. Tout le monde connaît l'importance de l'effet placebo. Quand un médecin n'est pas persuadé que le médicament puisse prescrire à son malade est de bonne qualité, les résultats ne sont jamais au rendez-vous. Il faut que les médecins croient au générique et on n'aura plus les observations que le docteur vous prescrit. Alors la question du nouvelobs.com, le partenaire du 19h, était celle-ci aujourd'hui. Est-ce que vous faites confiance aux médicaments génériques? Non à 57%, comme quoi il y aura encore des efforts de pédagogie pour aller dans votre sens. Monsieur Cagnard, et vous, docteur Beaucris, manifestement, vous avez une écoute dans l'opinion. Alors, moi, je dis que ceux qui sont pour les génériques sont ceux qui n'en prescrivent pas. Alors, je voulais vous parler d'un autre sujet maintenant. Des pratiques sectaires dans la médecine et notamment dans les hôpitaux qui s'ouvrent d'ailleurs de plus en plus à des méthodes dites douces, contestées, l'acupuncture, l'hypnose, etc. Et le Sénat s'est penché aujourd'hui sur les conclusions de sa commission d'enquête. Écoutez d'abord ce témoignage d'une femme, d'un malade cancéreux qui s'est vu proposer des soins alternatifs. Mon mari était prêt à tout, lui qui était plutôt cartésien. Il a accepté de porter autour du cou ce petit sachet d'huile et il le cachait devant les infirmières quand elle usait sa toilette. Enfin bon, elle lui a dit, allez vous promener dans la nature, prenez un arbre dans vos bras, serrez-le, parlez-lui, puis prenez l'énergie de la terre. Comme je vous ai dit, il tenait pas debout, il se déplaçait en ambulance avec deux personnes qui le soutenaient. Et surtout, arrêtez la chimio, ça a été son dernier mot de la consultation. Voilà, un témoignage terrible, évidemment, que vous avez recueilli, Sandra Cercara, dans le cadre d'un reportage et d'une enquête pour Public Sénat. Alors, que propose donc le Sénat aujourd'hui pour contrecarrer, effectivement, cette poussée des médecines douces à l'hôpital, notamment? D'abord, ils mettent en garde contre l'infiltration de praticiens déviants au sein des hôpitaux, qui, même si ces praticiens sont rares, existent. On l'a vu, là, le malade s'est vu proposer le contact d'un ostéopathe qui lui a dit d'arrêter la chimio. Alors pour cela, ils proposent un système d'accréditation de la Haute Autorité de Santé pour essayer de mieux encadrer ces dérives. Mais ce qui inquiète surtout, c'est le fait que ces méthodes non réglementées et non reconnues scientifiquement soient de plus en plus présentes à l'hôpital. Aujourd'hui, il y a 16 CHU, dont la PHP, qui en propose une quinzaine. Et c'est quand même une nébuleuse qui n'est pas très contrôlée. On trouve l'ostéopathie qui est remboursée et qui a fait ses preuves. Et à côté de ça, on trouve d'autres techniques de massage comme le Reiki, la fasciathérapie qui ne sont pas du tout reconnues. Donc c'est un peu difficile de faire le tri. La commission d'enquête n'est pas allée jusqu'à proposer une définition claire et précise de ce qu'est la thérapie complémentaire, comme cela existe dans d'autres pays européens. Elle met en garde donc contre la volonté de satisfaire parfois des attentes de patients qui ne relèvent pas de la médecine et contre les charlatans et même des pratiques sectaires. Vous confirmez, docteur? Absolument, absolument. C'est une honte que de voir certains confrères tromper les malades en leur faisant croire qu'avec des solutions alternatives, ils vont pouvoir guérir. Vous êtes d'accord là sur ce point, Monsieur Cagnard? Sur ces sujets, il faut faire confiance à la science. On est à un moment où le progrès médical n'a jamais été aussi efficace pour soigner. Ne risquons pas des pertes de chance pour les patients et ne confondons pas accompagnement, demande de confort et soins. Merci messieurs, merci Sandra d'avoir été avec nous ce soir pour ce sujet qui nous concerne tous évidemment. À 22h, Sonia Mabrouk, je vous retrouve à 22h45 pour Preuve par 3, notre invité est Bruno Le Maire. À suivre sur LCP, Assemblée nationale, Doc à Doc. Ça ne se voit pas de prime abord. Ces jeunes joueurs de basket ont tous été désignés déficients mentaux. Mais la différence se voit-elle à l'œil nu?
Et d'ailleurs, en quoi sont-ils différents? En suivant l'équipe de France de basket adapté, le réalisateur interroge notre rapport à l'autre et la façon dont la société considère la déficience mentale. Adapté, samedi à 15h15 sur Public Sénat. Une semaine politique et parlementaire passée au crible de l'image et du questionnement. La compétitivité, maintenant, c'est un problème. Le coût du travail qui n'était pas un problème, qui n'existait pas, est maintenant un problème. La crise écologique est de plus en plus vive. Eh bien, on a besoin de changer les choses et rapidement. Parlement hebdo, pour ne rien manquer, pour tout comprendre. C'est vendredi à 17h45.